Liberté, égalité, fraternité. Tu connais forcément cette devise écrite sur les frontons de nos mairies. Mais est-ce que tu sais que c'est également la devise de certaines obédiences maçonniques? Ah, la franc-maçonnerie, elle en génère des mythes et des croyances. Alors, je te propose qu'on remonte le temps ensemble et qu'on parcourt toute l'histoire de cette société secrète. Alors, va te chercher un petit truc à grignoter et quelque chose à boire. Ça commence dans 3, 2, 1... On fait couramment remonter les origines de la franc-maçonnerie au Moyen-Âge, mais il serait possible que son histoire commence en Égypte aux alentours de 1300 ans avant Jésus-Christ. J'en parle au conditionnel parce que le terme de franc-maçonnerie n'existait évidemment pas à l'époque, mais un maçon sachant reconnaître un autre maçon, certains y voient le début de leur histoire. Nous sommes en Égypte, dans le village de Der el-Médineh, aux alentours de -1300. C'est un petit village qui se situe en face de la ville de Luxor, anciennement appelée Thèbes. Il est au centre d'un gigantesque complexe de temples et de tombes. Ici, on a le temple d'Amenhotep III et les fameux colosses de même nom. Là, nous avons le temple de Ramsès III. Ici, la vallée des reines. La vallée des nobles un petit peu plus bas. Là, nous avons le temple funéraire d'Hatchepsout et un peu plus haut, nous avons la vallée des rois. Bref, c'est une zone extrêmement riche en temples et en sites funéraires. Dans ce village réside une confrérie d'artisans appelée les serviteurs dans la place de Vérité. Cette appellation a été retrouvée dans la tombe d'un artisan nommé Senedjem et en fonction des traductions, place de Vérité peut aussi vouloir dire place d'harmonie. Cette confrérie d'artisans était chargée de la construction des tombeaux et des temples funéraires des pharaons pendant le Nouvel Empire. Il y a 5 principales similitudes avec la franc-maçonnerie du Moyen-Âge qui laissent penser que ces artisans en sont peut-être à l'origine. Premièrement, ils avaient des locaux dédiés aux cérémonies. Deuxièmement, ils ne se réunissaient pas pour parler uniquement de problèmes techniques liés à la construction, mais pour échanger sur un art de vivre. Troisièmement, ils accordent une grande importance aux rites initiatiques. Former un adepte, c'est comme construire un temple. Quatrièmement, ils avaient des relations personnelles avec le pharaon alors que certains prêtres n'y étaient pas autorisés. Ils avaient certains privilèges liés à l'importance de leur métier. Cinquièmement, le secret est à l'honneur. Ils vénéraient une déesse du nom de Mertzeger qui signifie « celle qui aime le silence ». Elle était vénérée principalement dans le village et ses alentours et elle était considérée comme la déesse protectrice des ouvriers de Der el-Médineh. L'origine égyptienne de la franc-maçonnerie est donc à prendre au conditionnel, car il s'agit principalement d'interprétations de francs-maçons qui y voient des pratiques et des codes similaires aux leurs. Mais le principal problème, c'est qu'on ne trouve aucune trace de franc-maçonnerie entre ce petit village égyptien qui était actif jusqu'aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ et le Moyen-Âge en Europe de l'Ouest. Le Moyen-Âge constitue donc le vrai point de départ de la franc-maçonnerie. Au début du Moyen-Âge, un franc-maçon désignait un maçon qui savait tailler la pierre brute, qu'on appelle aussi pierre franche. Un franc-maçon est un maçon qui sait tailler la pierre franche. À la base, il s'agit donc de personnes qui exercent le métier de tailleur de pierre, mais qui sont un petit peu au-dessus de la mêlée. Avec la montée du christianisme en Europe de l'Ouest, la demande en construction se fait de plus en plus grande. Il faut construire des abbayes, des cathédrales, des couvents, des églises, bref, on a besoin de personnes qualifiées pour gérer tous ces chantiers. Les francs-maçons profitent de cette opportunité pour s'organiser au mieux et faire face à cette demande. Ils se réunissent par confréries universelles qui recrutent ses membres par initiation. Le long des murs de cathédrales, ils installent leurs loges, c'est l'équivalent de ce qu'aujourd'hui on appelle les baraques de chantier. Une loge peut réunir entre 20 et 40 francs-maçons et ils sont les seuls à pouvoir y entrer. Ni la police ni les curés n'ont le droit d'y intervenir. À l'intérieur, ils s'organisent en 3 grades. L'apprenti, dont voilà le symbole. Le compas est derrière l'équerre, ça signifie que la matière domine l'esprit. L'apprenti est celui qui apprend le métier. Je pense que tu l'auras deviné. Le compagnon, sur son symbole, le compas et l'équerre sont entremêlés. Ça signifie que la matière et l'esprit sont équilibrés. Le compagnon est celui qui assiste le maître pendant toute la durée de la construction. Et enfin, le maître. Le compas est devant l'équerre, ça signifie que l'esprit domine la matière. Le maître, c'est celui qui dirige toutes les opérations sur toute la durée du chantier.
Le grade dépend évidemment du niveau de connaissance en construction de l'ouvrier, mais également de sa philosophie et de sa spiritualité, car en plus de bâtir des édifices, les francs-maçons commencent à développer une spiritualité. Pour illustrer la différence entre ces 3 grades, il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. Sur le chantier d'une cathédrale, 3 ouvriers taillent chacun une pierre. Un passant s'approche de l'un d'eux, lui demande ce qu'il fait et il lui répond « Monsieur, je dois bien gagner ma vie. Il faut bien faire quelque chose. Je taille des pierres depuis une éternité. C'est un travail pénible, mais je ne sais rien faire d'autre. » Poursuivant sa balade, le passant pose la question à un deuxième tailleur de pierres et il lui répond « Moi, monsieur, je suis tailleur de pierres. Mon père était déjà tailleur de pierres et je suis fier de perpétuer la tradition. Mais ce n'est pas facile, vous savez. » Le troisième sifflote en travaillant et a l'air en pleine forme. Le passant s'approche alors de lui et lui pose la même question qu'aux 2 autres. Et il lui répond « Ah, moi monsieur, je construis une cathédrale. » Le premier ne voit que lui et son travail direct. Le deuxième se sent impliqué dans une tradition familiale. Et le troisième a une vision de quelque chose de beaucoup plus grand que lui. C'est cette philosophie, en plus des connaissances techniques, qui fera la différence entre un apprenti, un compagnon et un maître. Revenons à notre loge. Pendant le Moyen-Âge, elles sont composées d'une grande pièce dans laquelle le maître range ses outils et ses pierres les plus précieuses. Au fond, il y a une porte qui donne sur une pièce plus petite dans laquelle le maître range ses plans. C'est ce qu'on appelle la chambre de trait. Elle sert également de salle de réunion et surtout, c'est ici qu'on fait la célébration des rites et des leçons maçonniques. Le maître s'adosse sur le mur est de la loge, là où se lève le soleil, et prononce la phrase d'ouverture. « Quiconque veut être maître le peut, pourtant qu'il sache le métier. » Le maître enseigne la science pythagoricienne, la théologie et la morale des Saintes Écritures. La transmission est principalement orale, il n'y a pas de manuel pour apprendre. Les francs-maçons considèrent que les cathédrales sont les manuels. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, un maître de loge se doit d'être modeste et discret. Lorsqu'il finit une construction, avant d'en recommencer une autre, il doit se rendre sur un autre chantier pour être sous les ordres d'un autre maître maçon. Certains maîtres très réputés se retrouvent sous les ordres d'un autre maître de loge, bien moins célèbre dans le milieu. L'objectif est d'imposer la modestie et de ne pas oublier le chemin que l'on a parcouru en tant que maître. Ils sont également dans l'obligation de toujours être en cours de construction. Un maître riche et célèbre n'a pas le droit d'arrêter son activité pour profiter de sa richesse. Il doit toujours être le maître d'une loge sur un chantier en cours. Lorsqu'un maçon étranger à une loge veut y entrer, il doit frapper 3 fois à la porte et demander « Des maçons travaillent-ils en ces lieux ?» Ensuite, il doit répondre correctement à une série de questions pour être autorisé à rentrer. Après un échange de poignées de main, il doit s'adresser au maître maçon en lui disant « Salutations au vénérable maçon ». Et le maître lui répond « Que Dieu bénisse le vénérable maçon ». L'étranger doit ensuite dire « Le vénérable maçon de ma loge vous envoie ses salutations ». Après ça, il doit s'asseoir sur les bancs de la loge que l'on appelle symboliquement des colonnes. Depuis le début du Moyen-Âge, les francs-maçons s'organisent et perfectionnent leur technique. En l'an 614, le pape Boniface IV est émerveillé par les réalisations des francs-maçons anglais à Canterbury. Il est si émerveillé qu'il décide de les affranchir de toutes les charges locales et de leur permettre de voyager gratuitement en ne leur faisant pas payer tout un tas de taxes liées au voyage. Au cours du Moyen-Âge, les francs-maçons se développent tranquillement en France et sur l'actuel Royaume-Uni. Les rituels et les traditions se perpétuent et ils tiennent leur premier congrès en 1150 à Kilwinning en Écosse. L'apogée des francs-maçons se situe au XIIIe siècle, sur la fin des cathédrales romanes et le début des cathédrales gothiques. Mais la fascination que suscitent les francs-maçons et surtout le secret qui les entoure commence tout doucement à inquiéter l'Église. À cette époque, tous les francs-maçons sont chrétiens, mais le problème, c'est qu'ils détiennent le monopole de la connaissance en construction. D'ailleurs, chaque initié doit jurer de garder le secret. L'Église aimerait bien se passer de leur service, plutôt onéreux, mais ils n'ont absolument pas les connaissances suffisantes pour construire des cathédrales. Les francs-maçons de leur côté conservent leurs connaissances secrètes en partie pour des raisons financières. Étant les seuls à savoir construire de cette manière, ils peuvent imposer leurs tarifs. Ils veulent également garder secret leurs rites et leur spiritualité, car les divulguer à tout le monde en ferait quelque chose de vulgaire. Il commence à y avoir une petite rivalité entre le clergé et la franc-maçonnerie.
Et pour rappeler qui est le patron, l'Église les condamne de temps en temps à des petites peines de cachot, ce qui entraîne tout doucement la franc-maçonnerie dans une mauvaise passe. Le 13 mars 1312, le pape Clément V ordonne la dissolution de l'ordre des Templiers. C'est une décision qui affecte le moral des francs-maçons et qui déclenche le début d'une crise latente, car les francs-maçons sont très proches des Templiers. Ils construisent pour eux en échange de protection. Ils sont issus d'une tradition millénaire et ils ont certains rituels qui sont similaires. Bref, la franc-maçonnerie a beaucoup d'affinités pour l'ordre des Templiers. La demande en construction diminue, les francs-maçons sont de moins en moins sollicités, mais le vrai problème viendra de l'intérieur du milieu de la construction. Un maître maçon, qu'on pourrait comparer aujourd'hui à un maître d'œuvre, emploie sur un chantier différents corps de métier regroupés en corporations. Il y en a pour transporter les pierres, pour les lever, pour la création des vitraux, etc. Certaines corporations commencent à vouloir doubler les maîtres maçons. Ils ont acquis de l'expérience, de la connaissance, et même s'ils sont peu organisés, ils se sentent capables de gérer des chantiers sans leur aide. En plus de ça, les compagnons, un peu comme les corporations, commencent à vouloir se passer des maîtres maçons pour devenir indépendants. Au XIVe et au XVe siècle, cette crise douce mais profondément ancrée pousse les maîtres maçons à changer les méthodes d'initiation ainsi que certains rituels. Et malgré eux, les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie s'en trouvent altérées. C'est au XVIe siècle que cette crise prend fin dans la douleur. Les compagnons quittent définitivement l'ordre de la franc-maçonnerie pour créer le compagnonnage. Ils gardent certains rites d'initiation mais ne se présentent pas comme les héritiers des francs-maçons et ouvrent la profession à tous. Pour tenir tête aux compagnons et faire face à cette époque particulière, la franc-maçonnerie ouvre ses rangs aux notables, aux docteurs, aux juristes et aux hommes d'affaires qui peuvent leur rendre service et qui en échange profitent du statut prestigieux de franc-maçon. Toutes ces nouvelles recrues qui ne sont pas issues du milieu de la construction sont appelées des maçons acceptés. Petit à petit, la franc-maçonnerie cesse de construire des cathédrales. Ses rangs grandissent à vue d'œil, mais se constituent de personnes étrangères au milieu de la construction. L'heure n'est plus vraiment à l'enseignement des sciences pythagoriciennes, mais plutôt à la force par le nombre. Les francs-maçons ne construisent plus des cathédrales avec des pierres, mais veulent construire le monde avec des idées. C'est cette nouvelle dynamique qui va tout changer. C'est le 24 juin 1717, dans une brasserie de Londres, que la franc-maçonnerie officialise son nouveau visage. Les maîtres de 4 loges se réunissent pour créer la Grande Loge de Londres qui devra unifier et définir le but de cette nouvelle franc-maçonnerie. Avant cette date, on parlait de franc-maçonnerie opérative, celle qui construit des temples. Désormais, on parle de franc-maçonnerie spéculative, celle qui permet à chaque franc-maçon de construire son temple intérieur. On laisse complètement tomber la construction au profit d'une spiritualité et d'une forme de développement personnel. Désormais, la doctrine a plus d'importance que les réalisations. Chaque franc-maçon, que l'on appelle maintenant un frère, doit apporter des nouvelles idées pour participer à la construction morale de la société. Car à partir de maintenant, les loges n'ont plus de limite à leurs ambitions, elles peuvent intervenir où bon leur semble. Cela plaît évidemment aux frères les plus ambitieux et à partir de 1736, les loges sont libres de créer des nouveaux grades tous supérieurs à celui de maître. Dans la franc-maçonnerie opérative, il y avait 3 grades, apprenti, compagnon et maître. Désormais, c'est libre cours à l'imagination. Certaines loges font état de plus de 90 grades, dont certains sont d'une très grande absurdité. On peut désormais être le grand élu de la voûte sacrée, ou encore sublime prince du royal secret. La franc-maçonnerie anglaise est la plus développée, mais en cette année de 1736, le chevalier écossais Michael Ramsay va prononcer un discours en France qui va grandement en relancer l'intérêt. D'ailleurs, son discours est considéré comme un texte fondateur dans la franc-maçonnerie française. Le développement des loges est aussi rapide que désorganisé, ce qui agace fortement le pape Clément XII qui passe à l'attaque et qui émet le 28 avril 1738 une bulle pontificale contre la franc-maçonnerie. Il s'agit d'un document scellé par lequel le pape décrit un acte juridique et en l'occurrence, il y condamne l'existence de la franc-maçonnerie et interdit formellement à tous les chrétiens d'en faire partie. Heureusement pour les francs-maçons français, ils sont sous la protection du duc d'Antin qui règne depuis son château d'Aubigny et peuvent continuer d'exister malgré la tempête.
En 1775, la guerre d'indépendance éclate aux États-Unis et c'est une loge maçonnique qui en est à l'origine. La loge de Saint-André de Boston, dirigée par Joseph Warren. La déclaration d'indépendance des États-Unis sera d'ailleurs très influencée par les principes humanitaires des francs-maçons. En France, c'est environ 70 000 frères répartis dans environ 700 loges qui commencent à comprendre qu'ils ont un pouvoir politique. Quelques années plus tard, en 1789, éclate la Révolution française, et beaucoup penseront que des loges maçonniques françaises étaient à la manœuvre pour prendre le pouvoir. Quoi qu'il en soit, Napoléon Bonaparte officialise la franc-maçonnerie pendant son règne. Il sait qu'il est préférable d'avoir les sociétés secrètes avec soi plutôt que contre soi, et que quoi qu'il arrive, il existera toujours des sociétés secrètes. C'est une décision qui renforce la rivalité, pour ne pas dire la haine qu'il existe entre l'Église et les francs-maçons. Les chrétiens ont tenté à maintes reprises d'interdire la franc-maçonnerie et Napoléon l'officialise. La franc-maçonnerie devient tellement anti-catholique et pro-république qu'on lui donne le surnom de l'Église de la République. Pour enfoncer le clou, à partir de 1877, la Grande Loge de France tolère l'athéisme complet de ses membres, alors que jusqu'à présent, ils devaient jurer fidélité aux Saintes Écritures. Certaines loges continuent de croire en une forme divine qu'ils appellent le grand architecte de l'univers. Voilà le premier article de sa confession de foi. La franc-maçonnerie, institution entièrement philanthropique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts, et de l'exercice de la bienfaisance. Elle a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. Elle n'exclut personne pour ses croyances. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Malgré les belles apparences qu'essaie de se donner la franc-maçonnerie, le 19e siècle n'est clairement pas le plus prestigieux. La spiritualité se fait oublier, on recrute de plus en plus de frères et à l'intérieur des loges, il est question du salaire des instituteurs, de caisses de retraite, de divorce, de l'interdiction de l'absinthe, bref, on est très loin des bâtisseurs de cathédrales. Ce siècle est plutôt celui de la domination politique. En 1870, dans le gouvernement de défense nationale, 8 des 12 membres sont francs-maçons. À ça, on peut ajouter que Jules Ferry sera initié en 1875 et Jules Favre en 1877, ce qui amène notre total à 10 francs-maçons. Les loges étrangères coupent de plus en plus contact avec la franc-maçonnerie française, car la voie qu'elle a choisi de suivre ne fait pas l'unanimité. Elle se renferme sur elle-même et ses opinions deviennent de plus en plus anti-religieuses. C'est d'ailleurs ce qui marquera le début du siècle suivant. En 1904, un homme politique français et franc-maçon très actif du nom d'Émile Combes part en guerre contre l'Église. Suite à des siècles de querelles et de rivalités avec les hautes autorités religieuses, la laïcité est le nouveau mot d'ordre des loges françaises. La franc-maçonnerie a beaucoup de pouvoir politique en ce début de XXe siècle. Alors elle a décidé de porter le coup de grâce à son ennemi de toujours. Le 7 juillet 1904, Émile Combes amorce la laïcisation intégrale de l'enseignement en France. Interdiction à l'Église catholique d'intervenir dans les écoles. S'ensuivra le 9 décembre 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. L'ennemi de toujours est à terre. La franc-maçonnerie a beaucoup d'influence sur le monde politique depuis quelques années et ses agissements sont loin d'être moraux. En 1904, un scandale va éclater et faire trembler toutes les loges de France, l'affaire des fiches. Le général André, ministre de la guerre, s'appuie sur un réseau de francs-maçons pour espionner les officiers de l'armée française et connaître leurs opinions religieuses. L'objectif est de freiner l'avancement des officiers que l'on juge trop catholiques et de faire avancer ceux qui sont républicains. En tant que président du Conseil des ministres, Émile Combes est forcé de démissionner le 24 janvier 1905 avec une partie du gouvernement qu'il a lui-même mis en place. Ce scandale marque le début d'un lent déclin de la franc-maçonnerie en France. En 1932, il reste tout de même 12 francs-maçons au sein du gouvernement Édouard Herriot, mais en 1940, ça va se durcir un peu. Le gouvernement Pétain ordonne la suppression de toutes les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie est particulièrement visée. Un bureau dirigé par Bernard Fay est chargé de les pourchasser et dans la plupart des cas de les arrêter.
Après la guerre, la situation se stabilise. Les francs-maçons continuent d'agrandir leurs rangs, ouvrent de nouvelles loges et continuent de diversifier leurs rituels. En 2002 est créé l'Institut maçonnique de France qui a pour but de faire la promotion des valeurs culturelles et éthiques de la franc-maçonnerie à travers le patrimoine historique. Aujourd'hui, on compte 37 obédiences de plus de 100 membres en France, réparties dans environ 6200 loges pour un total d'environ 140 000 francs-maçons. Chaque obédience a ses propres intentions et ses propres objectifs, et même s'ils gardent un tronc commun, les rituels sont différents. On va pas se mentir, l'image de la franc-maçonnerie aujourd'hui est plutôt mauvaise. Déjà parce que la spiritualité a disparu de la vie de la plupart des gens et que faire des rituels comme le font les francs-maçons, c'est quelque chose qui est perçu comme plutôt étrange. Mais surtout, elle s'est retrouvée au cœur de pas mal de scandales politico-économiques. Je te parlais tout à l'heure de l'affaire des fiches de 1904, mais depuis les années 90, les francs-maçons ont accumulé pas mal de casseroles. Ils étaient notamment impliqués dans l'affaire des HLM de Paris, l'affaire du tribunal de Nice, l'affaire Elf ou encore l'affaire Cahuzac qui est lui-même franc-maçon. En 2011, dans l'affaire du Carlton de Lille, sur 8 personnes mises en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée, 6 étaient francs-maçons. Pour fignoler le tableau, la franc-maçonnerie se retrouve très souvent dans les théories du complot comme étant la société secrète qui agit dans l'ombre sur la politique des États. C'est sur cette image ternie de scandale que se termine l'histoire. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai toute la symbolique utilisée en franc-maçonnerie et je détaillerai certains de leurs rituels. Alors si tu ne veux pas rater ça, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Et n'oublie pas que concernant les complots, il y a 2 erreurs que les gens font systématiquement. La première, c'est d'en voir partout, et la deuxième, c'est d'en voir nulle part.